Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule motivationnelle. Cette semaine, on va parler d'évaluation des praticiens par rapport à leurs compétences en entretien motivationnel. On va parler de fidélité à l'entretien motivationnel. Et donc c'est une dimension sur laquelle on a quand même pas mal de recherches. Donc cette semaine, je vous présente les travaux du groupe Beckman parce qu'ils publient pas mal sur le sujet dans des revues de bonne qualité. Donc on a un essai assez récent, vous voyez, de cette année, ici en haut en gras. Et donc dans cet essai, l'idée c'est de voir la comparaison, enfin la relation qui peut exister entre comment les praticiens s'évaluent eux-mêmes, c'est-à-dire des auto-évaluations, versus des hétéro-évaluations, c'est-à-dire l'évaluation de codeurs qui utilisent le MIghty, donc qui est une grille d'évaluation de la fidélité à l'EM, et de voir comment en fait cette relation elle évolue dans le temps, donc là sur un an, en fonction des supervisions, du type de supervision que recevaient les praticiens pendant plusieurs mois. C'est un jeu de données qui, donc dans l'article de 2022, ils utilisent un jeu de données qui provient de l'article de 2021 que je vous ai mis un petit peu plus bas, où là, en fait, l'étude s'intéressait, si vous voulez, à quel est le type de supervision qui fait le plus monter en compétence les praticiens seulement à partir d'hétéroévaluations MIghty. Et donc dans l'étude de 2021, les auteurs, j'en parlerai peut-être dans une autre capsule, mais avaient montré qu'en fait il n'y avait pas de différence entre une supervision individuelle, enfin des supervisions individuelles ou des supervisions collectives, que dans le temps en fait on retrouvait la même montée en compétences. Donc voilà pour cet essai de 2021. Et donc on va parler de cet essai de 2022 où on s'intéresse aussi à ces supervisions individuelles versus collectives. Mais là on s'est intéressé vraiment au rapport entre comment le praticien il s'évalue versus comment un juge entre guillemets externe lui évalue la performance du praticien. Donc on va voir tout de suite ça en image avec le flowchart. Voilà, alors, on a un essai contrôlé randomisé avec 134 participants. Ce sont des employés de ce qu'on appelle le CIS. Donc c'est en gros la Direction nationale des soins en institution suédoise. C'est une agence publique qui est responsable du traitement forcé individualisé des mineurs et des adultes toxicomanes. Donc on va prendre ces 134 employés, ils sont tous formés en EM, au moins une formation en EM, et on va les séparer en fait en deux groupes. Alors ici, et ils vont avoir des supervisions pendant 6 mois, une fois par mois, d'une demi-heure. Il va y avoir deux types de supervision. Une supervision qui va s'appeler ITS, qui est ici, c'est-à-dire une supervision individuelle par téléphone, contre ce qu'ils appellent ici 6GS, c'est-à-dire des supervisions de groupe dans l'institution. Voilà, on va voir l'outcome, c'est-à-dire quel est le critère de mesure. Donc on va demander aux praticiens 3 enregistrements audio, un à T0, un à 6 mois, ici, et un à 12 mois. Et ils vont être codés, donc tous les enregistrements audio font 20 minutes, et ils vont être codés avec la grille MIghty 3.1. C'est pas la dernière version du MIghty, mais c'est ce que les auteurs ont utilisé. Voilà, et vous voyez peut-être quelque chose aussi qui peut être sur lequel vous pouvez vous interroger. Le groupe ITS individuel est partagé en deux groupes qui finalement, vous allez voir dans l'étude, ne va pas compter, puisqu'en fait ils ont vu qu'il n'y avait pas de différence entre ces deux groupes. Mais en gros, il y avait l'idée de donner des feedbacks dans le groupe ITSM qui était basé que sur les décomptes de comportement du MIghty contre ici ITSB, contre l'ensemble, c'est-à-dire et les décomptes de comportement et les scores globaux. Alors ça c'est pour ceux d'entre vous qui connaissent le MIghty, mais à la limite vous pouvez oublier ce critère puisque du coup dans leur analyse il y
a pas de différence. Notez un truc que les auteurs font remarquer, c'est le nombre d'abandons, de pertes de vue qui est assez important et qui peut faire qu'à un moment donné, on peut questionner quand même les résultats de l'étude. Voilà les résultats justement donc de la relation qui peut exister entre l'auto-évaluation et l'hétéro-évaluation. Alors plutôt que de commenter les chiffres, j'ai fait un petit tableau récapitulatif de ce qu'il faut retenir. Donc la chose qu'ont montré les auteurs, c'est que le lien, le rapport entre auto-hétéro-évaluation, auto-hétéro, excusez-moi, il est faible. C'est quelque chose qui est retrouvé dans l'ensemble de la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un praticien tout seul dans son coin ne s'évalue pas de la même façon que des juges externes qui vont juger de sa performance entre guillemets en entretien motivationnel. Donc il y a un rapport qui est assez faible dans cette façon d'évaluer, et la différence entre auto et hétéro-évaluation dans ce travail, elle baisse dans le temps pour 4 mesures sur 7 du MIT. Donc les mesures, vous les voyez, c'est la collaboration, le taux de reflet par rapport aux questions, le pourcentage de reflets complexes et le pourcentage de comportements adhérents à l'EM. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même que d'abord, avec la supervision, les praticiens s'améliorent et il va y avoir une tendance à ce que leur auto-évaluation se rapproche un petit peu plus dans le temps. Et vous voyez les paramètres qui sont cités, ça se rapproche un petit peu plus à l'hétéro-évaluation. Mais malgré tout, il reste quand même une grosse différence à la fin du travail entre auto et hétéro-évaluation. Cette différence, en fait, elle n'est pas affectée par le type de supervision. C'est-à-dire qu'à nouveau, comme dans leur article de 2021, que les praticiens reçoivent des supervisions individuelles ou collectives, eh bien ça n'a pas d'impact sur la différence entre auto et hétéro-évaluation. La morale de cette histoire, pour faire court, donc je vous invite évidemment à aller lire l'article, puisque comme d'habitude vous voyez bien que ces capsules sont des condensés, des résumés, et qu'elles sont juste là pour vous donner envie de lire les articles. Donc deux choses à retenir, et qui correspondent aussi à ce qui est retrouvé dans la littérature actuelle sur l'enseignement à l'EM et la montée en compétences, c'est que il est difficile de s'auto-évaluer correctement en EM. Il y a une grosse différence entre comment nous on s'évalue et comment des gens qui font du codage MIT évaluent la performance en EM. Et deuxième point, le type de supervision qui serait entre guillemets plus efficace pour faire monter les gens en compétences et aussi améliorer la composante auto-évaluation, je fais un résumé de l'article de 2021 et de 2022, eh bien le type de supervision n'est pas pleinement connu. Individuel contre collectif, il semble que ça change rien, et après par contre il y a une question de contenu qui pour l'instant n'est pas pleinement analysée dans la littérature et qui fait qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on peut mettre dans la supervision pour améliorer les performances des praticiens. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule motivationnelle.